Pour toujours avoir ce lien de proximité avec le droit. En fait, il faut s'entourer du droit. Il faut vivre le droit, mais je pense que c'est un peu ça pour tous les métiers. Les mois passent et plusieurs personnes me disent « Mais pourquoi tu rentres pas en politique, Grâce ?» Mais pour moi, c'était vraiment hors de question, pas de politique pour moi. Et je comprenais pas pourquoi tout le monde insistait à ce point pour que je rentre en politique, parce que c'était pas le... Moi, c'était la fiscalité. Quand j'ai commencé, sachant que je suis quelqu'un d'assez féminine de base, je me demandais si je devais commencer à m'habiller comme un homme pour avoir la légitimité et qu'on me considère. En fait, quand on veut rentrer dans un milieu, on veut faire quelque chose, il faut vivre dans le milieu, il faut respirer le milieu, il faut boire le milieu, il faut vraiment faire que ça. Je vais te poser la question de savoir, est-ce qu'il existe une profession en droit qui n'est pas prenante ? De donner une plus grande place à la méritocratie. On dit que le système est méritocratique, mais sur les faits, c'est plus compliqué que ça. Même juste les couleurs des bâtiments influent notre perception de la vie. Et tout ça, on ne se rend pas compte. Pourtant, ça fait partie de l'environnement. Bonjour à tous et bienvenue sur la page Destinée de juristes, le média qui démocratise l'actualité et les professions juridiques. Aujourd'hui, nous sommes avec une charmante grande femme qui va se présenter à nous. Bonjour, je m'appelle Grace Lokimbango et je suis conseillère municipale sur la ville de Longjumeau. Merci beaucoup. Donc en tout cas, on va avoir l'occasion de pouvoir faire le tour du parcours de Grace qui est fortement inspirant pour nous autres étudiants en droit, mais aussi pour les personnes qui souhaitent se lancer en politique un jour ou l'autre. Avant toute chose, sachez que nous sommes présents sur Instagram, YouTube, où vous êtes, mais également sur TikTok et partout c'est Destinée de juristes. On a également une agence Destinée de juristes qui se charge de la communication digitale des avocats pour ceux qui ont besoin d'un coup de main pour accroître leur acquisition de clients. Et pour cette interview, elle va se dérouler en deux parties. La première donc qui portera sur le parcours académique et la deuxième qui sera, comme vous le savez maintenant, ce que j'appelle le droit in concreto. Donc sans plus tarder, on va commencer. On va remonter un peu au lycée. D'accord. Voilà, donc à partir de la seconde, est-ce que tu es dans un lycée professionnel, un lycée en voie générale? Qu'est-ce que tu choisis comme filière après? Moi, j'ai fait un lycée général, le lycée Jacques Prévert à Longjumeau. J'ai vraiment fait toute ma scolarité à Longjumeau, sauf ma première année de 6e que j'ai fait au collège Île-de-France, à Villebon. Ok. Et donc après, tu choisis... T'avais encore les filières à ce moment-là ou c'était plutôt des options? Non, j'avais les filières encore et j'ai choisi la filière ES. Ok, c'est pas étonnant. Mais j'aimais beaucoup les maths. Oui, bah, je pense que c'est un peu une synthèse entre un peu de maths avec de l'économie et en même temps un peu de sciences économiques et sociales, etc. Ok, donc après tu obtiens ton baccalauréat. C'est ça. Est-ce que tu as une passerelle avant de passer à l'université ou tu entres directement en licence? Non, je rentre directement en licence. Ok. Parce que je pensais savoir à cette période ce que je voulais faire. Et donc, j'avais postulé pour la licence à Nanterre, droit et économie gestion. C'est une double licence. Et donc, comment ça s'est passé? T'as aimé? Ça s'est bien passé. Je me suis fait pas mal d'amis. Ça change beaucoup. En vrai, du lycée, on s'attend pas à ce changement. On a une totale liberté, on doit apprendre à s'auto-gérer. Donc ça, c'était compliqué, mais ça s'est assez bien passé scolairement parlant. Et voilà. Après, comme tu le sais, j'ai pas poursuivi jusqu'à la fin pour des raisons familiales. Mais j'ai repris là l'année dernière à Évry pour terminer en licence simple de droit. Ok, d'accord. Et là, du coup, la licence simple de droit, ça te... Enfin, même si tu l'as déjà faite un peu avant, là, tu l'as en licence classique. Exactement. Ça te plaît ou tu préférais plutôt la double licence? Mais en fait, je me rends compte que je faisais réellement une double licence. Parce que l'emploi du temps est plus vide. Parce qu'à Nanterre, je me rappelle, il y avait... des heures de cours qui s'appelaient économie nocturne. Wow. Pour vous dire, on finissait à 21h. Les cours, c'était vraiment sur des journées complètes. Et on avait partiel le samedi jusqu'à 16h, 17h. Enfin, les semaines étaient super longues. Oui, c'est vraiment long. Même le dimanche, en fait, c'est pas vraiment le genre de... Exactement, il faut préparer. Exactement.
Les TD de droit, les TD d'économie. Ouais. Je salue Sophia, avec qui on a beaucoup souffert à la bibliothèque de Nanterre. Mais ouais, on restait super tard, jusqu'à 23h, 22h à la fac. Wow. Donc c'était vraiment... Et les transports après et tout. Je pense qu'on va un peu moins se plaindre, sauf ceux du coup qui sont en double licence. Mais pour nos autres licences classiques, on va moins se plaindre. Ok. Et est-ce que en amont de ta licence, tu avais des engagements associatifs ou un job en parallèle? Et si oui, comment tu faisais pour concilier les deux? J'avais juste des jobs en parallèle. Je donnais des cours au niveau collège, primaire, lycée aussi. Ok. Et j'aidais aussi les gens qui rentraient en première année de fac alors que moi j'étais à la fac. Donc c'était assez drôle. Ok. Et à côté, j'ai travaillé aussi pour Infopro Digital. Ok. J'ai fait tout ce qui est administratif, secrétariat de direction. Donc c'était assez cool. Je côtoyais déjà des gens un peu du milieu du droit, de la comptabilité. J'étais vraiment dans mon domaine, entre guillemets. Et après, en deuxième année, j'ai fait un stage en fiscalité. Parce que je voulais me diriger en fiscalité. Donc j'ai fait un stage qui s'est développé en job, qui a évolué en job plutôt. Et c'était un stage en fiscalité et en droit du travail. C'était dans un cabinet de conseil. Donc c'était super bien passé. Juste les horaires qui m'ont fait comprendre que peut-être la fiscalité c'est pas pour moi. Parce que du coup c'était du 9h-20h. Et au bout d'un moment... Ouais, ça devient barbant. Et les journées sont... C'est vrai. Exactement. Après, je faisais la réflexion tout à l'heure aussi à une collaboratrice parlementaire. Je me posais la question de savoir, est-ce qu'il existe une profession en droit qui n'est pas prenante? J'ai l'impression que toutes les perspectives d'évolution dans cette filière-là, ça nous mène quasi systématiquement à des métiers qui sont très prenants, au niveau déjà des plages horaires qu'on fait dans la journée et même au niveau du contenu en lui-même, parce que c'est souvent des questions qui sont un peu techniques. En plus, le droit, je trouve que c'est une science humaine. Donc, ça s'adapte à l'évolution des humains. On est beaucoup en contact avec les gens. Donc, voilà, je trouve que, je cherche encore, en tout cas, s'il y a des professions juridiques qui sont pas prenantes, mais je pense que tu vas chercher très longtemps jusqu'à ce que j'arrive dans la tombe. Mais bon, je pense en vrai que ça n'existe pas. Mais bon, il faut juste trouver peut-être ce qui nous passionne. Exactement. Et continuer dans cette voie-là. Et ne pas voir le temps passer justement quand on travaille. Exactement. En fait, il faut aimer ce que l'on fait. Et on aura l'impression que c'est pas réellement du travail. Ça va. C'est ça, je suis complètement d'accord. Justement, dans cette perspective, est-ce que tu as un conseil à donner aux étudiants qui aimeraient bien se lancer en droit ou qui y sont déjà? Parce que je pense que tu le sais, on se sait. Il y a beaucoup de difficultés qu'on peut rencontrer pendant ces 3 années qu'on peut penser comme courtes, mais très longues en même temps. Des conseils, peut-être 2. Le premier, ça serait... de se faire de l'expérience, mais pas forcément des stages. C'est-à-dire participer à des événements qui ont un rapport direct avec le droit, aller au tribunal comme vous le faites déjà, visiter les lieux ouverts dits du droit, les institutions, pour toujours avoir ce lien de proximité avec le droit. En fait, il faut s'entourer du droit. Il faut vivre le droit, mais je pense que c'est un peu ça pour tous les métiers. En fait, quand on veut rentrer dans un milieu, on veut faire quelque chose, il faut vivre dans le milieu, il faut respirer le milieu, il faut boire le milieu, il faut vraiment faire que ça pour pas se détacher de ça et être fatigué de ce milieu-là. Parce que le fait de le côtoyer tous les jours, de manière quotidienne, ça devient une habitude en fait à l'intérieur de nous. Et donc c'est plus simple. Alors que quand on n'est pas trop dans le milieu, t'as la flemme un peu de faire tes devoirs, tu les fais pas. Alors que quand t'es dans le milieu, il y a la question de cours qui va être posée et tu vas faire un lien avec un événement auquel t'as déjà participé. Tu vas dire « Ah, j'ai déjà fait ça », donc ça t'accroche encore plus sur ce que tu fais. Et le deuxième conseil, c'est, même si c'est chiant, vraiment tout le temps s'informer. Tout le temps s'informer, parce qu'en fait, plus on est curieux, et plus on s'accroche à ce qu'on fait, parce que il y a des questions, je sais pas si vous suivez, mais c'est une chaîne que j'aime bien, je fais de la pub, partenariat comme ça gratuitement. Je crois qu'elle s'appelle Jomoncia. Oui. Oui. Et en fait, tellement on regarde ces vidéos, plus on a envie de faire du droit. Exactement. C'est ça. Et ça commence à nous intéresser, on se dit
pas j'ai envie de faire du droit comme elle, mais j'ai envie de comprendre comment elle a compris tout ça. Exactement. Et donc, plus on est curieux et plus on rentre pleinement dans ce monde et dans cet univers. C'est ça. On a eu l'honneur en plus de l'interviewer il y a un peu plus d'1 mois. Et c'est vrai que c'est une question aussi qu'on lui avait posée. Déjà, comment elle faisait pour produire autant de contenu. Et en fait, elle a dit qu'elle se posait pas forcément la question parce que c'est quelque chose qu'elle appréciait. Et je pense que ça rejoint ce que tu viens de dire. Elle a fait, je pense, beaucoup de choses qui sont liées au droit, à tel point qu'en fait, c'est devenu naturel pour elle d'être curieuse dans cette filière-là, de s'y intéresser tant à l'actualité que dans le fait de vulgariser un peu beaucoup de principes juridiques. Et je remercie déjà pour cette première partie sur ton parcours académique. Donc on va entrer dans la deuxième partie qui s'appelle le droit in concreto. Enfin, je pense que même vous le dites en même temps que moi, tellement je l'ai répété. Déjà, tu es élu municipal, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, à Longjumeau. Est-ce que tu peux nous raconter le jour où on t'a annoncé que tu étais élu? En fait, l'histoire, elle est assez drôle et assez longue. Ok, on a le temps. Parce que ça s'est pas passé comme prévu. Ok. De base, j'étais très loin de la politique. Et vraiment, j'étais à la fac, à Nanterre. En plus, je rentrais super tard. Et on m'a proposé, c'est le médecin de la ville qui s'occupait de ma mère, qui m'a proposé d'entrer en politique. Waouh. Et donc, je lui ai dit que non, ça m'intéressait pas. Il me dit si, essaye de rentrer dans la liste de la majorité. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Ok. Et je lui ai dit non, ça m'intéresse vraiment pas. Et je comprenais pas pourquoi il me demandait de faire de la politique. Enfin, des médecins, même si ce médecin, vraiment, je le considère un peu comme mon papa. Parce que c'est le médecin depuis que je suis née. Okay. Donc, il m'a suivi, il me voit grandir, il me voit évoluer. Et il est toujours là pour moi. Mais il me voulait absolument en politique. Et donc, je lui ai dit non. En plus, la majorité, la maire de la majorité avait signé et accepté la fermeture de l'hôpital de ma ville, sachant que ma mère, elle était très malade. J'avais refusé. Pour moi, c'était vraiment hors de question. Donc, la politique, c'était non. Ok. Les mois passent et plusieurs personnes me disent mais pourquoi tu rentres pas en politique, Grâce? Mais pour moi, c'était vraiment hors de question, pas de politique pour moi. Et je comprenais pas pourquoi tout le monde insistait à ce point pour que je rentre en politique, parce que c'était pas moi, c'était la fiscalité. Donc je vois pas. Et en plus, je comprenais même pas comment ça se passait, la politique. J'étais dedans parce que j'étais conseillère municipale des enfants quand j'étais plus jeune. C'était vraiment les premiers conseils municipaux des enfants, je les avais intégrés. C'était le premier de la ville d'ailleurs. Et c'était très drôle aussi comme élection, parce que je m'attendais pas du tout à être élue. Et au final, j'avais été élue. Donc c'était vraiment hors de question. Et un ami, avec un de ses collègues, avait lancé une liste contre justement la fermeture de l'hôpital. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais je veux toujours pas faire de la politique. Donc tout le monde insiste, Grâce, si, en plus là, t'as aucune raison, parce que c'est une liste qui te défend. Je leur ai dit, ok, ça me va seulement si je suis à la fin de la liste pour pas être élue quand le conseil municipal sortira. Donc vous me mettez 40e, mais vraiment tout en bas de la liste. Il est hors de question que je sois sur la liste. Enfin, élue. Donc les jours continuaient à passer. Il y avait les élections, mais moi j'étais tellement... je rentre chez moi, je vais en cours, je me balade dans la ville, je vais en cours, mais tout ce qui est élection, campagne, c'était vraiment, c'est votre truc en fait. Moi je suis sur votre liste pour dépanner, de temps en temps je regarde un peu ce que vous faites, mais me mélangez pas à ce que vous faites. Faites vos trucs de politique de votre côté, mais ne me mettez pas dedans. Les jours se rapprochent, on est à 2 semaines des élections, on me dit ouais Grâce quand même, tu fais bien, tu devrais un peu avancer sur la liste. Et plus mon ami qui s'appelle Kevin m'en parle, et plus je me dis bon en vrai c'est cool un peu la politique et tout. Et là il me dit ouais en plus si on passe, t'auras peut-être un peu d'argent de poche parce que il y a les indemnités. Et je me dis bon ça me permettrait de quitter mon job étudiant, parce que la précarité étudiante, bon, je pense qu'on connaît tous. C'est ça, vraiment. Donc je me dis, même si c'est une petite indemnité, c'est toujours ça de gagner. Pourquoi pas? Donc allez-y, montez-moi un petit peu. Mettez-moi 15e, ça me dérange pas. Donc je suis 15e. On a 1 semaine des élections, je finis 10e. Je me dis, bon, cette histoire elle commence un peu à être bizarre, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas.
Et on arrive à la veille des élections. Du coup, c'était la liste d'opposition. Elle n'est pas passée, mais il n'y a que les deux premiers qui sont passés. D'accord. On m'a proposé d'être une élue. J'ai refusé. J'aurais dit non, je voulais pas faire de politique de base. C'était votre truc. Prenez quelqu'un qui a vraiment envie de le faire. Et moi, c'est pas pour moi, quoi. C'était pas pour m'amuser, mais c'était parce que la situation de l'hôpital déjà me tient à cœur par rapport à ma mère. Mais enfin, je comptais sur vous pour nous défendre. Donc pendant 1 an, j'étais pas élue. Et dans mon cœur, pendant l'année, je me disais pourquoi j'ai pris cette décision. En vrai de vrai, on te donne une opportunité en or. Et toi, je te refuse comme ça. En mode, tu refuses. Alors que tout le monde veut que tu y sois. C'est en fait, les gens t'ont rendu légitime à l'être. Donc t'avais même pas de stress à te dire mais est-ce que j'ai le droit, etc. Les gens voulaient que tu y sois. Donc t'avais ta place et toi tu l'as refusée parce que la politique c'est pas ton truc. Alors que tu vois bien comment ça se passe et l'état de ma mère s'aggravait un petit peu. Et comme on n'était pas dans la majorité, il y a eu des améliorations sur la situation de l'hôpital, il y a des services qu'on a réussi à conserver, mais c'était une longue bataille, vraiment une très longue bataille. Et je me dis, mais en fait, pourquoi j'ai refusé? Mais là, c'est trop tard, enfin, tu peux pas demander à quelqu'un de démissionner, de laisser le poste, ça se fait pas. Et ma mère, elle me disait, enfin, depuis très longtemps, elle me dit, toi, ta place, c'est la politique. Même si tu dis non. C'est ce que j'allais dire en plus. En fait, tu voulais refuser ta place alors qu'on te la donne sur un plateau d'or comme ça, grâce, vas-y. Ma mère, elle me dit, même si, peu importe ce que tu dis, peut-être c'est bien comme ça, là, ça te laisse le temps de réfléchir et toi-même, tu te remets en question. Mais, t'inquiète pas, tôt ou tard, tu vas rentrer dedans. Donc, même si là, t'es triste, tu vas rentrer en politique. Parce que c'est là où tu dois être, c'est là où est ta place. Et donc, ne t'inquiète pas. Moi, dans ma tête, je me disais, bon, quand on parle avec nos parents, des fois on se dit qu'est-ce qu'elle raconte. Genre la place elle est déjà donnée. Et là t'es là, à part si tu te présentes aux prochaines élections, t'as plus ta place au sein d'une mairie. Et après, il y a des jours où je me disais de toute façon je vais pas en faire. Donc je me concentre sur les cours. En plus là je suis sûre d'avoir de l'argent alors que je suis en train de pleurer pour peut-être 200 €, 500 €, ça sert à rien. Et le temps passe. 4 mois ont passé et la tête de liste de l'opposition qui s'appelle Alain Lesset commence à m'emmener avec lui aux réunions. Et je comprends pas trop, mais je le suis. Je dis bon, pourquoi pas, j'étais là en train de me dire la politique, là on te réouvre la porte. Donc essaye de comprendre comment ça se passe. Du coup je l'accompagne aux réunions. On avait une réunion de rassemblement de tous les maires et de tous les élus du 91 à un moment. Ils m'ont laissé la parole et j'ai parlé. Et à la fin, tout le monde m'a dit que c'était bien ce que j'avais dit, qu'ils appréciaient qui j'étais. Et dans ma tête, je me suis dit, oh, genre, je peux dire des choses pertinentes. Et des gens. Exactement. Et je m'assois en face de maire. Et on me prend en considération. Ça veut dire que je suis vraiment légitime. Parce qu'en soi, ils étaient tous élus, sauf moi. Et j'étais assise avec eux, parce qu'ils étaient tous maires ou adjoints au maire. Et il n'y avait que moi qui accompagnais du coup la tête de l'opposition de ma ville. Mais en soi, moi j'étais personne. J'étais assise à leur table et je parlais tout autant qu'eux et ils m'ont laissé ma place. Là, je me suis dit, bon, en vrai de vrai, s'il y a moyen de moyenner, il faut y aller. Mais je me disais... est-ce que je vais vraiment... Enfin là, il faudrait que j'attende les prochaines municipales ou les prochaines élections pour y aller. Je ne sais pas comment ça va se faire. Et de plus en plus, ils m'emmenaient à ces réunions. Ils me présentaient de manière différente. Ils commençaient à dire c'est elle qui va prendre ma place bientôt. Je me suis dit, ah bon? Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas très au courant. Présente, je ne savais pas que c'était ton identité en fait. J'ai dit, d'accord, bon, enchantée, grâce au Kimango. On continue à avancer. Et à la fin de l'année, j'apprends que ses comptes ont été invalidés et que du coup, il est obligé de se retirer de la municipalité. Et en fait, il devait me donner sa place. Alors que, vu que j'avais déjà refusé, normalement, c'est plus moi qui suis légitime à prendre cette place-là. Exactement.
Et non, du coup, à la fin de l'année, j'ai pas compris, j'ai fini tête de liste. Et je me suis vue diriger l'opposition de la ville, comme ça, donc waouh. Et du coup, c'est moi qui dirige à cet instant l'opposition de la ville. Et ça m'a permis de faire énormément de rencontres. Je regrette pas d'avoir refusé la première fois. Ouais. Parce que je me dis, sinon le parcours, il aurait pas été aussi beau, ça m'aurait pas permis de développer une certaine résilience. Je me serais pas remise en question aussi sur mes propres choix, parce que c'est vrai qu'on te donne tout sur un plateau d'argent, et je me dis, si personne n'ose prendre cette place-là, en fait, personne va nous représenter, personne va porter les combats que nous menons dans nos vies quotidiennes, parce que quand on regarde bien, malheureusement pour l'instant, l'échiquier politique, on voit pas réellement des personnes qui nous ressemblent, ou qui sortent des endroits d'où on vient. Qui ont traversé la précarité étudiante, par exemple, qui ont eu des parents peut-être en situation de handicap, des parents malades, qui ont dû avoir plusieurs jobs pour pouvoir s'en sortir. Enfin, il y a plein de situations pour lesquelles il n'y a pas cette parole-là qui est portée, et personne qui peut vraiment se mettre à notre place et dire, en fait, le mieux pour cette situation-là, c'est de faire ça. Alors que quand tu en sors, c'est plus simple d'en parler et de représenter. Donc voilà. La grande histoire de Grace qui est entrée en politique. Exactement. On aurait pu s'attendre à tout sauf à ça en réalité, au vu de l'engagement actuel. Justement, tu parlais de précarité étudiante et de la vie étudiante tout court. Comment est-ce que tu as fait et tu fais actuellement pour concilier la vie étudiante et cette casquette d'élu? Beaucoup de discipline. Mais beaucoup de discipline. Tellement que mon petit frère m'appelle la gladiateur. Waouh. Parce que pour lui, c'est vraiment l'armée. J'ai plein de to-do lists. Et je suis vraiment assez stricte au niveau des horaires que je me fixe. En fait, dans la vie quotidienne, ça se voit pas trop quand je suis avec des gens, parce que je mets pas la pression forcément sur mon entourage. Mais quand je me retrouve seule, par exemple le matin, même si je partage pas trop ce que je fais, je me réveille à 5h. Et de 5h à 7h, je fais pratiquement tout ce que j'ai à faire. Enfin, de 5h à 8h. Et après, dans la soirée, c'est la même chose et jusqu'à fatiguer, quoi. Mais il faut que ça soit fait, sachant que je suis un petit peu perfectionniste sur les bords. Il faut que ça soit fait comme moi j'ai envie que ça soit fait. Comme ça, je sais que c'est fait de la bonne manière, entre guillemets. Bon, après, là, j'ai appris à déléguer. C'est ça. Donc, c'est mieux. J'allais dire. Mais c'est vraiment beaucoup d'organisation. La fameuse compétence apprendre à déléguer. Je crois que c'est l'une des plus compliquées d'ailleurs. En vrai, exactement. Ça paraît simple comme ça, mais franchement, en réalité, c'est très très dur. Mais bon, je pense que c'est aussi une question de savoir faire confiance à l'autre. Mais ça. Le truc, c'est que parfois tu veux déléguer, mais il faut savoir encadrer dans la délégation. C'est ça qui est assez compliqué. Tant que la personne n'a pas encore les mêmes codes, entre guillemets, elle voudra bien faire, mais pas forcément le résultat que toi tu attends. Donc en fait, il faut savoir donner des instructions aussi. C'est ça. Et ça, c'est compliqué. Savoir faire confiance, mais expliquer à la personne aussi ce que tu attends. Tu recherches. Et après, si vous pouvez discuter de ce qu'elle voit, comment elle voyait la chose, et rassembler vos visions pour faire la meilleure chose possible. Mais en fait, il ne faut pas juste déléguer. Oui, il faut accompagner. Ça veut dire beaucoup de choses après. Exactement. Je suis complètement d'accord. Un vrai exercice en tout cas, et je pense qu'il y en a beaucoup qui me comprendront. Est-ce que j'ai une réponse, mais peut-être que la tienne est différente. D'accord. Il y a un lien entre le droit et ta casquette actuelle d'élu à Longjumeau? C'est sûr. C'est sûr, bien évidemment, parce que être élu local, c'est faire du droit au quotidien. Parce que vous lisez les arrêtés municipaux, vous vérifiez certaines lois, certaines réglementations que vous mettez en place, et tout ça, c'est du droit. Et en étant en première année de droit, là, à l'heure actuelle, je me dis, après j'ai des profs de TD super cool, parce que parfois ils me laissent participer au cours vraiment avec eux pleinement. Et en fait, ça prend tout ce qu'il y a à savoir sur la municipalité en cours de droit. Et en fait, j'ai l'impression de rentrer dans une seconde formation. Wow, ok. Surtout avec les cours de sociologie politique. C'est pas... En fait, c'est du droit. Ça t'apprend un peu à faire ta campagne quand tu comprends bien et que tu as un pied dedans. Parce que c'est vrai qu'en théorie, comme ça, tu vois pas forcément le lien direct avec la vraie vie. Mais quand tu es sur le terrain et que tu fais les cours en même temps, tu te rends compte que en fait, c'est un plus. C'est vraiment un bonus. Et ça t'aide à
mettre en pratique ce que tu apprends directement. C'est ça. Et c'est super. Non, c'est un vrai avantage en tout cas, raison pour laquelle on aime beaucoup les gens qui font autre chose que leurs études. Exactement. Je trouve ça extrêmement important, mais ça n'engage que moi. Et dans tout ça, est-ce que tu as eu des défis jusqu'à présent, depuis que tu as été élue? Est-ce que tu as réussi à les relever? Pas encore? C'est en cours? Bon, après, tout le monde rencontre toujours des défis à son échelle, mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de défis, étant donné mon jeune âge, parce qu'on est tous un tout petit peu victimes d'agisme, mais je pense que je suis pas la seule, parce que c'était le problème aussi d'Emmanuel Macron avant qu'il devienne président, de Nicolas Sarkozy, qui était assez jeune aussi pour un président à son époque, de Ramayad aussi. Donc c'est un problème que tout le monde rencontre et tout le monde a réussi à y faire face, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toutes les personnes qui écoutent aussi cette vidéo. Donc je me dis vraiment, il n'y a rien qui est insurmontable et il faut juste avoir la volonté, la perspicacité aussi de savoir se placer au bon moment, dire la bonne chose et croire en soi. Si tu penses que ta parole est légitime ou que tu as ta place sur une table, malgré ton âge, faut prendre cette place. Après, il y a aussi des défis en tant que femme. Donc, mais il faut y aller. Il faut aller au culot. Je vais me faire un petit peu une petite parenthèse d'un problème que j'avais rencontré tout au début. Et on en a pas mal discuté. Enfin, c'est des questions qui me sont souvent posées. C'est par rapport aux vêtements. Parce que quand j'ai commencé, sachant que je suis quelqu'un d'assez féminine de base, je me demandais si je devais commencer à m'habiller comme un homme pour avoir la légitimité et qu'on me considère. Alors que non, en fait tout l'inverse. Tu peux être élu et tu peux tirer aussi ta légitimité de ta féminité. Et t'as pas besoin de te transformer pour être quelqu'un que tu n'es pas, juste pour plaire, entre guillemets, et en fait, juste pour qu'on te prenne au sérieux. On peut te prendre au sérieux par ta féminité. C'est ça. Je dis pas après de s'éloigner ou d'aller dans les extrêmes, mais en fait, tu peux être une femme en politique et tout se passera bien. Et c'est parce que tu es une femme aussi qu'on va t'accorder, et parce que tu fais femme, qu'on va t'accorder aussi un certain respect et certaines valeurs. Parce qu'il y a des choses qu'on trouve peut-être que chez les femmes. Et c'est pour ça qu'on t'a choisi tout simplement. Et pourquoi se transformer pour ressembler à d'autres personnes et penser être plus crédible alors que ça te ressemble pas. Et que tu seras crédible juste en étant toi-même. Exactement. En fait, c'est ça. Et si t'es là, c'est parce que les gens voulaient ça de toi et cherchaient ça en fait. De toi, donc pourquoi tu vas devenir quelqu'un d'autre que les gens n'ont pas cherché et pour lesquels ils n'ont pas voté. Donc rester soi-même, c'est le plus important. C'est exactement ça le petit souci qui se présente parfois quand on s'engage, c'est qu'on a envie de devenir une autre personne que l'on n'est pas, sauf qu'à un moment en fait ça se voit qu'on n'est pas nous-mêmes. Exactement. Ça fausse tout et du coup l'aura qu'on dégage n'est plus celle qu'il y avait à la base. Donc en réalité après c'est mon opinion encore une fois, mais je trouve que justement le fait d'être féminine et d'être une femme en politique c'est même un atout, parce que justement c'est ce qui manque et que en fait on vient combler ce vide de ce monde qui est encore trop masculin. Mais en vrai, il y a des femmes qui sont encore là et c'est pour ça qu'on t'a invité aussi. Dans cette perspective, et ce sera mon ultime question sur ta casquette d'élu, est-ce qu'il y a une mesure qui a été prise donc dans ta commune dont tu es très fière? C'est pas réellement des mesures, mais c'est plutôt des actions qu'on a menées avec mon équipe. Et celle qui m'a le plus touchée, vraiment... parce que ça n'a... En fait, c'est pas vraiment forcément des choses que je fais dans mon domaine en général, c'est sur l'environnement. Waouh. Et en fait, on n'est pas assez sensibilisé réellement. Et on avait fait un événement sur l'eau. On avait posé les choses parce que quand on ouvre notre robinet, etc., on pense que la vie est belle et qu'on n'aura jamais la sécheresse dans ce pays qui est la France et que tout va bien. Mais là, même plus on avance avec le temps et plus on voit qu'il y a énormément de scandales avec l'eau. Et on ne sait pas forcément comment est gérée l'eau dans nos communes, comment c'est contrôlé. Et c'est des questions qu'on a commencé à se poser dans ma commune. Et donc, on avait invité Pyrène Science. Je ne sais plus exactement le nom. Je sais que ça s'appelait Pyrène quelque chose. Et on a commencé à débattre sur l'eau. Et voir autant de personnes déjà s'intéresser au sujet.
et vouloir savoir ce qui se passe, ça m'a énormément chamboulée. Et juste aussi avoir autant de connaissances sur l'eau, qui est vraiment un sujet banal, mais en fait c'est super important, parce que l'eau c'est la vie, c'est notre quotidien, on se lave avec cette eau, on la consomme, et s'il y a un défaut juste dans cette eau, en fait ça nous chamboule totalement. Et on peut le voir même au sud de la France, il commence à avoir des sécheresses. On peut voir aussi les scandales qu'il y a eu récemment avec les bassines d'eau. Et en fait c'est vraiment des sujets d'actualité, et ça m'a mis une gifle. Vraiment, ça m'a vraiment mis une gifle, et je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien à prendre à la légère. Et notre quotidien aussi peut être mis en danger. Et le fait d'avoir alerté des gens, parce qu'à la suite, on a alerté, on a écrit des tribunes à ce sujet-là, ça m'a vraiment... je trouve que ça a été la plus belle action. Même si c'est un peu basique, mais le sujet environnemental, c'est vraiment des sujets importants, parce qu'en fait, c'est notre futur. Exactement. C'est vraiment ce qu'on laisse à nos enfants, c'est leur héritage, et c'est aussi notre vie, en fait, tout simplement. Parce que c'est bien beau de faire de la politique, mais tu vas faire de la politique où ? S'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus rien à gérer. Donc, en fait, il faut essayer d'organiser l'environnement dans lequel on est, que ce soit chez soi, mais chez soi, c'est aussi... la terre, tout simplement. C'est trop beau. Ok, déjà merci de nous avoir donné toute cette expérience en tant qu'élu de Longjumeau. Et c'est d'ailleurs très inédit en venant d'une jeune femme. À côté de ça, tu as une deuxième casquette qu'on tenait à aborder, c'est secrétaire général du CEFOC. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est et comment tu es un peu entrée dedans? Donc le CEFOC, c'est le Conseil des élus français originaire de Congo-Kinshasa, qui a été fondé en 2013 par Monsieur Mukinzi, et dont sa vision, c'était vraiment de rassembler tous les élus de la diaspora, et surtout de la diaspora qui lui ressemblait, c'est-à-dire des Congolais. Et donc, à un événement qui a eu lieu en 2013, il y avait une rencontre avec pas mal d'élus de la diaspora, et il a rencontré pas mal de Congolais. Et il ne savait pas que les Congolais étaient aussi nombreux au niveau municipal. Et donc il s'est dit pourquoi pas se rassembler et vraiment faire force pour faire monter nos voix, en fait, tout simplement. Les voix de la diaspora qui est assez présente en France, autant ils peuvent être un atout pour la France que pour le Congo. Donc comment organiser cette diaspora, comment parler de nous tout simplement. Et jusque 2024, où je l'ai intégré il y a 1 an et demi, 2 ans presque. On a fait beaucoup de chemin d'ailleurs en 2 ans. On a fait vraiment beaucoup de chemin. C'est Madame Amandine Makako, qui était l'ancienne suppléante du député de Villeneuve-Saint-Georges, qui m'a fait rencontrer un peu le CEFOC, que j'ai rencontré, donc que je disais à Business Africa. J'étais encore... En fait, je venais de commencer la politique à cette période-là. C'est vraiment allé super vite. Mes 2 ans de politique... Ouais, ça fait que 2 ans, pratiquement. Mes 2 ans de politique sont... Enfin, j'ai fait des choses incroyables en 2 ans, vraiment. Mais moi, quand je regarde en arrière, je me dis... T'avais tout ça? Oui, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Et je me dis vraiment, c'est une grâce, entre guillemets, parce qu'il y a plein de gens qui font de la politique pendant des années et qui n'ont pas eu l'opportunité de faire tout ce que j'ai fait en 2 ans. Et donc, j'ai rencontré à Business Africa. C'était pendant... à cette période-là, Madame Moreno était ministre. Et donc, il n'y avait plus de place pour entrer à Business Africa. Je me dirigeais vers le métro, sauf qu'il y avait une deuxième entrée. Et je ne savais pas que c'était la deuxième entrée. Et je rencontre une personne qui attendait devant, et on est en train de parler, de sympathiser. Et en fait, elle était journaliste à l'événement. Et elle attendait donc Amandine pour qu'elle rentre ensemble, et Amandine attendait la ministre. Et moi, je savais pas du tout, je connaissais rien en politique, du coup, je savais même pas qu'Amandine était suppléante. Elisabeth Moreno, j'avais entendu de loin. Je savais pas vraiment à quoi elle ressemblait. Donc, Amandine arrive, et tout le monde appelle Madame la Présidente et tout. On la flatte un petit peu, et moi je comprenais pas, mais je me disais bon, entre nous on aime bien se flatter, donc voilà. Exactement. Donc on est vraiment en train de sympathiser, on s'entend super bien et tout, et je leur dis mais de toute façon on peut pas rentrer parce que l'événement
il est déjà complet, etc. C'est mieux qu'on rentre. Sauf qu'elle, elle était intervenante et invitée du coup à l'événement. Ah, bah oui. Et moi, je savais pas. Donc je leur dis, ouais, c'est bon, on rentre et tout. Et elle ne faisait pas attention à ce que je disais. Et je comprenais pas, du coup, je continuais à discuter avec elle. Et là, la ministre arrive. Ok. Et là, en fait, je comprends pas trop tout le mouvement qu'il y a. Il y a des gardes qui approchent et viennent nous saluer. Je comprends toujours pas ce qui se passe. Et du coup, elles sont en train de rentrer. Et elles me font signe, elles me disent, bah viens. Oh. Vraiment, c'est la réaction que j'ai eue. Je fais, ah bon. Je viens avec vous. Donc j'avance avec elle. Et là, les gardes, ils me regardent. Et ils me disent, elle est avec vous. Et sachant qu'il y avait plein de gens qui voulaient aussi rentrer. Et elles disent, oui, elle est avec moi. Et donc, je rentre avec la journaliste et la ministre, et je rentre à l'entrée VIP. Et je reste en gros avec les invités. Il y avait des influenceurs, j'ai rencontré Harry Roselmack. Enfin, c'était vraiment... Il y avait vraiment tous les intervenants concentrés au même endroit. Et donc, on discute ensemble, on rigole. Et là, je me dis... Au début, je me suis dit, peut-être qu'ils savent que je suis élue. Et peut-être que je suis déjà connue. En fait, non, pas du tout. pas du tout. C'était juste un peu de chance. Mon hasard le plus... Ouais, la bonne étoile. La bonne étoile, mais vraiment. Je pense que c'est ça, encore une fois. Et donc, je discute avec eux, tout se passe bien. Je leur parle un peu de mes projets. Je leur parle de mon association de l'actrice. Je rentre vraiment à l'événement. Je regarde un peu comment ça se passe et je me dis, oh, cool, super. Et c'est comme ça que j'ai intégré... le CEFOC. Wow. C'est par le biais d'Amandine. Elle m'a recontacté quelques mois plus tard. Elle m'a dit on a une association d'élus originaires du Congo-Kinshasa. Ce serait bien que tu l'intègres. On va faire une rencontre avec l'ambassadrice. Et viens, tout simplement. Et donc, je suis rentrée. J'ai trouvé ma place jusqu'à en devenir secrétaire générale. Et ça se passe super bien. On a fait pas mal de formations à l'étranger. Au Congo-Kinshasa, on a fait pas mal de projets, même avec le ministère de la fonction publique du Congo. Franchement, c'est vraiment une bonne association, il y a une belle dynamique. Et on essaye de se rapprocher aussi, comme c'était la volonté du président, de toutes les autres diasporas africaines. C'est la question que j'allais poser justement, donc j'ai un peu pris le pas dessus, de savoir justement est-ce que vous communiquez beaucoup, est-ce que vous communiquez de manière générale avec d'autres communautés de la sorte, de la diaspora, ça peut être, je sais pas, du Mali, du Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Nigeria, enfin je sais pas, je cite comme ça, mais est-ce qu'il existe d'autres CEFOC pour d'autres diasporas avec lesquelles vous êtes en contact? Oui, il existe d'autres CEFOC, entre guillemets. Ça s'appelle pas toujours CEFOC. Il y a des associations qui ont mélangé la partie politique et la partie économique. Et c'est assez pertinent en réalité. On est en contact avec eux, on essaye de nouer contact avec eux parce que c'est important en vérité d'être rassemblés. Parce que dans tous les cas, on reste issus de la diaspora, pour certains issus des minorités. Et pour faire entendre nos voix, pour savoir quelles sont... les causes en réalité qu'on doit porter. Et je ne sais pas si je vais empiéter sur une question en disant ce que je vais dire, mais en fait, même pour certains génocides, tels que le Congo, vu que je suis originaire de Congo-Kinshasa, s'il n'y avait pas M. Carlos Bilongo, il y a plein de mesures et plein de choses qui seraient invisibilisées ou qui n'auraient pas vu le jour. Mais parce qu'il y a un député d'origine congolaise, en fait, la parole est donnée, la parole est portée et on entend toutes ces voix qu'on n'entendait pas forcément. Même si ça se passe dans un autre continent, on est dans un monde qui devient de plus en plus interdépendant. Ça veut dire que ce qui a un impact ailleurs, ce qui se passe ailleurs, aura forcément des répercussions sur notre pays, sur la manière dont on vit. On le voit avec ce qui se passe en Ukraine. On ne pensait pas, mais à un moment, il n'y avait plus de moutarde. Et on disait, c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais en fait, on voit que même des choses minimes qui se passent dans d'autres pays ont un impact sur nous. C'est ça. Et donc, comment faire avec ces diasporas qui sont un atout, en réalité, pour la France? Parce que le fait d'avoir des personnes qui ont cette double culture, ça facilite les échanges, ça facilite au niveau diplomatique, il y a des codes qu'on peut se donner. Exactement. Et comment, du coup, rassembler cette diaspora et en faire une force, comment travailler avec elle. Et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment essentiel de travailler et de rassembler cette diaspora.
Wow. En tout cas, c'est très intéressant et surtout l'aspect sur la diplomatie. On a évoqué beaucoup de casquettes que tu avais. Une très large question. On va y mettre 5 minutes, préparez-vous. Est-ce que tu pourrais nous énumérer tes engagements associatifs? Donc, j'ai l'association Clean Day. Okay. C'est une association qui vise à accompagner les jeunes dans leur orientation. C'est assez compliqué et assez large en même temps. Parce que dans cette association, on n'aide pas forcément qu'à trouver l'orientation, mais on accompagne vraiment dans l'orientation. Parce que par exemple, on veut faire du droit ou de la politique, on s'inscrit à sciences politiques, mais le droit et la politique, c'est aussi visiter un tribunal. C'est avoir un réseau. Mais pour avoir un réseau, il faut avoir le budget. C'est ça. Il faut se sentir assez bien financièrement. Donc on accompagne aussi au niveau budgétaire, comment gérer un budget, où trouver des fonds, comment trouver du travail, quelle bourse est disponible à quelle période de l'année. Parce que tout ça, ça participe à l'épanouissement personnel et à la construction de soi. Tu veux te lancer par exemple dans le business, l'auto-entrepreneuriat, mais en fait il faut avoir les codes. Et quand tu viens pas d'un certain milieu, il y a plein de freins qui se dressent devant toi directement. En fait le but c'est vraiment de donner une plus grande place à la méritocratie. On dit que le système est méritocratique, mais sur les faits, c'est plus compliqué que ça. Et donc, on joue sur les finances, le budget, sur l'orientation, parce que parfois, on prend pas certaines voies parce qu'on ne les connaît pas. C'est ça. Sur Paris, tout est concentré, donc on sait à peu près tout ce qu'il y a, mais quand tu viens de banlieue, des métiers tels que archiviste ou autre, on n'entend jamais parler. tu vois seulement ce que tu vis, et tu te contentes de rentrer dans ce que tu vis, sans voir plus loin. Il y a des gens, pas forcément qu'en banlieue, même dans les campagnes, qui n'ont jamais vu Paris, et qui ne savent pas forcément comment ça se passe, ni comment on vit. Et donc, en fait, c'est vraiment l'accès à l'information qu'on essaye de donner, de démocratiser tout simplement les études, de démocratiser les métiers, et de donner... de permettre vraiment que ce soit un système qui donne place au mérite, mais au mérite parce que tu as eu la chance de faire les concours et de pouvoir vraiment mériter, parce qu'on dit mérite, mais quand tu peux pas rentrer dans la course, il n'y a pas vraiment de mérite. Mérite, c'est quand vous êtes tous au même endroit et que vous pouvez participer à la même compétition. Mais quand des gens ne sont même pas au courant qu'il y a la compétition, il n'y a plus de mérite. Et donc c'était vraiment ça l'objectif. Et il y a un volet environnemental qui me plaît au fond de l'environnement vraiment depuis 3 ans. ça me passionne vraiment. Et donc on sensibilise parce que l'épanouissement personnel, ça passe par ce qui est aussi autour de soi. Exactement. Parce que la banlieue, j'ai appris ça il y a 3-4 ans, même juste les couleurs des bâtiments influent notre perception de la vie. Et tout ça, on ne se rend pas compte. Pourtant, ça fait partie de l'environnement. Et après, je suis depuis peu déléguée générale de l'AGEF, qui est l'association des jeunes élus de France, qui sont âgés entre 18 et 35 ans. Donc voilà. Waouh. En tout cas, c'est beaucoup de casquettes, une grande polyvalence aussi que tu as. Très inspirant, comme quoi parfois on n'est pas obligé de rester que dans une case pour réussir. Exactement. Ok. Avec tous ces engagements-là et toutes ces casquettes, est-ce qu'il y a des leçons que tu as retenues? Il faut croire en ce que l'on fait. Mais absolument. Il faut être son premier fan. Vraiment. Et quand je dis croire, c'est pas simplement se dire je peux le faire, mais se dire que quand je suis en train de le faire, ça va fonctionner. Même si les gens disent ton idée elle est louche ou bizarre, si tu l'as eue, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et même si elle aboutit pas comme toi tu le souhaitais, elle va forcément entraîner quelque chose ou t'emmener vers un autre endroit. Et donc il faut vraiment absolument croire à ce que l'on fait et oser le faire. Ne pas avoir peur de prendre la place et de faire ce qu'on a envie de faire tout simplement. Retenez-le bien. Mais c'est pas fini, il y a encore d'autres leçons à apprendre. Est-ce que tu as aussi des citations ou des principes qui te guident déjà depuis que tu as commencé la politique? Tu es devenue a compris son destin, donc des principes et des citations qui te guident jusqu'à présent. Des principes et des citations. L'un ou l'autre, on n'est pas obligé d'avoir les deux. Mais... peut-être les deux. Des principes.
En fait, il faut être bon dans la vie. Même si on se dit que la bonté, ça paye pas tout le temps, etc. Mais il faut vraiment être bon parce que vous savez pas déjà juste votre interlocuteur, ce qu'il traverse, ce qu'il fait. Être bon parce que les portes s'ouvrent. Quand on est bien et bon, bah, le monde est bon aussi envers nous. C'est un peu des principes clichés, mais c'est la réalité. Parce que en réalité, c'est ce qui m'a emmené jusqu'à faire ce que je suis devenue aujourd'hui. Grâce à ça, bah, j'ai pu voyager en Afrique plusieurs fois. J'ai pu participer à des grandes conférences dans une des Nations Unies. Mais tout ça, c'est parce que tu as été bon. Et que les gens ont vu et ils se sont dit... En fait, ils ont pris le temps de te parler parce que toi, tu as pris le temps aussi de les écouter. Tout simplement. Et donc, il y a ça. Il y a une deuxième chose, se rendre disponible pour ce qu'on fait. Parce que les gens, ils vont se dire, mais pourquoi tu consacres autant de temps à ce que tu fais? Surtout quand au début, ça rapporte pas d'argent. Les gens, ils vont se dire, mais c'est une période de temps, tu gagnes pas d'argent, pourquoi tu le fais? Concentre-toi sur un truc qui te rapporte de l'argent immédiatement, ou bien pour l'instant, ça paye pas, ou pour l'instant, on voit pas les résultats. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et les gens peuvent vous décourager à cause de ces choses-là. Mais quand vous y croyez, ça finira par payer. Donnez-vous vraiment à 100%. Même si les gens comprennent pas pourquoi vous donnez autant de temps à cette chose-là, si c'est votre passion, et s'il faut faire des nuits blanches, sacrifier des journées, arrêter de sortir, arrêtez de sortir. Parce que ça vous tient à cœur, et en plus, vous le faites pas parce que vous êtes obligé de le faire, c'est parce que vous voulez le faire. Donc, donnez-vous les moyens. Je dis ça parce que, même si mon père me soutient énormément en politique, quand j'ai intégré le CEFOC, il comprenait pas ce que je faisais là-dedans. Et il disait, mais, bah, déjà, la politique, au début, c'était pas trop son truc. Même si, bah, mon grand-père était député, au Congo-Kinshasa, un très grand député, un bon député, et il avait aussi une entreprise en agroalimentaire. Donc, il connaît déjà ce monde. Mais moi, quand je lui en ai parlé, il était non, on va pas trop, on va pas trop dedans. Et plus ça avance, plus il voit les efforts que je fournis et les résultats que ça entraîne, que ça produit, et plus il m'encourage. Pourtant, au début, même le SOFOC, il dit mais pourquoi tu vas bénévolement à ces réunions-là? Mais là, quand on a commencé à porter des dossiers conséquents, qu'on a commencé à avoir des collaborations directement avec des ministères, à part être fier, il pouvait pas dire grand-chose. Mais tout ça, ça a été des sacrifices. C'est ça. Et tout ça, c'est parce que vous êtes rendu disponible et parce que vous croyez vous-même à votre propre projet. Que vous avez cette vision. Et quand vous avez votre vision, ne lâchez pas. C'est vraiment ne pas lâcher, croire en soi et prendre la place. C'est mon leitmotiv en plus. Merci beaucoup. Je jetterai rien. Franchement, c'est tout ce qu'il fallait qu'on entende. Donc, comme dirait la référence, je vais être un peu ghetto, mais Believe, croire en ses rêves, c'est hyper important. Parce que, bah, en fait, comme elle l'a dit, on est ses premiers fans. Enfin, on est son propre fan et son premier fan d'abord. Et après, en fait, bah, ça donne une aura qui fait que les autres aussi vous soutiendront. Franchement, je l'ai expérimenté, donc je valide absolument. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview. Vous pouvez retrouver Grace sur Instagram et LinkedIn. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et vous avez encore plein d'autres interviews que vous pouvez regarder. Donc, n'hésitez pas.